Mesdames, Messieurs, bonsoir. Inondations, perturbations climatiques et dégâts catastrophiques. Le phénomène de la goutte froide au cœur de l'actualité. Il frappe de plein fouet le voisin ibérique et menace nos côtes du Nord. On l'aborde avec nos experts ce soir dans Question d'actu. Pourquoi la goutte froide provoque-t-elle souvent des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des inondations ou des orages violents? Peut-on prédire efficacement un tel phénomène? Quels sont les défis pour les autorités locales dans la gestion des dégâts causés par cette fameuse goutte froide? Avec plus de 260 morts en Espagne, comment éviter cela? Quels sont les potentiels mécanismes à mettre en place pour faire face à la vulnérabilité des villes face aux phénomènes climatiques de plus en plus violents? Et la question dans ce contexte de la COP qui se tient en Azerbaïdjan, y a-t-il un lien avéré avec le réchauffement climatique? Pour répondre à ces questions, je reçois le climatologue, professeur Mohamed Saïd Kharouk. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'accueillir le directeur stratégique de la Science Policy Platform for Climate Urgencies, professeur Khalid Tamsamani. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Première question, et d'un point de vue purement scientifique, que risque le Maroc après les inondations, notamment tout récemment à Malaga? Professeur Kharouk. Alors, la goutte froide, c'est un événement météorologique très répandu dans nos régions. Ce n'est pas pour la première fois que ça se passe. Mais cette fois-ci, ça se passe dans des conditions un peu spéciales qui n'étaient pas auparavant. Et là, il faut le lier directement au réchauffement planétaire, au réchauffement climatique, puisque la goutte froide en elle-même, en tant que définition, c'est une partie d'air froid qui se détache de la masse mère d'air froid et puis il s'intruse dans une masse d'air plus grande qui est chaude, très chaude, n'est-ce pas, où il y a énormément de vapeur d'eau. Et cette intrusion crée un mouvement vertical de l'air de haut vers le bas et de bas vers le haut, ce qui fait qu'il y a un refroidissement de la masse chaude et puis une condensation et un déluge de cette vapeur d'eau qui était dans l'atmosphère. Une partie au moins est rendue au sol. Et puisque cette vapeur d'eau est énorme, ça induit souvent, ça donnait des inondations. D'ailleurs, la majeure partie des inondations qui ont eu lieu au Maroc, c'était à cause de... Les grandes inondations étaient à cause des gouttes froides, mais aussi à cause des averses. Des averses, ce n'est pas le cas ici, c'est la goutte froide. Mais en Espagne, ce qui s'est passé, c'est qu'une atmosphère hémisphérique qui est très chaude, et nous, on laisse la saison d'été derrière nous, où il a fait chaud, où l'évaporation a été énorme et s'est déplacée, elle est restée dans le ciel. Et de retour vers l'automne, on est en automne, donc la température doit baisser. Elle a baissé au nord, autour du pôle. Et ce détachement donc, a bouleversé la stabilité de cette masse d'air qui était au-dessus de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Espagne. Et à ceci, on doit ajouter la cerise du gâteau, qui est celle de l'apport de la Méditerranée occidentale, qui est elle aussi chaude, et qui a alimenté la perturbation déjà perturbée. Voilà ce qui s'est passé. Alors, goutte froide et cyclone, quels sont les points communs et les différences? Est-ce que c'est la même chose déjà? Non, ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Les cyclones, ce sont des événements météorologiques beaucoup plus féroces que la goutte froide et qui naissent dans les zones équatoriales où il fait très chaud, au-dessus des océans. Ils se déplacent au-dessus des océans en direction sud-nord, plutôt sud-nord-est. Et en se déplaçant vers le nord, si le parcours des océans encore chaud, c'est le cas par exemple ce qui se passe au niveau des États-Unis d'Amérique ou de l'Afrique ou de l'Amérique centrale, le golfe du Mexique, ça donne encore plus d'énergie. Et une fois sur le sol, ça amène toute la vapeur d'eau de l'océan et puis le déverse d'une manière
très dramatique, si vous voulez, parce que le résultat, l'infrastructure ne supporte pas ça. Et même les infrastructures les plus développées, nous avons l'exemple des États-Unis d'Amérique, le dernier cyclone, l'ouragan, il a détruit carrément les États du sud-ouest des États-Unis d'Amérique. Notamment la Floride. Mais quand on dit cela, est-ce que, par exemple, ce phénomène de la goutte froide, vous avez dit que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se déplacer vers le sud? Parce que les fois où des pays, par exemple, européens ont été touchés, c'était plus des pays du Nord, l'Allemagne, la France, le Luxembourg. Là, et je reviens à ma première question, que risque le Maroc? Est-ce qu'on risque, selon, peut-être ça ne se déplace pas comme les cyclones, mais est-ce que ce qui s'est passé en Espagne risque aussi de toucher le Maroc, et est-ce que de la même intensité? Alors, ça devrait concerner beaucoup de nos téléspectateurs. Je vous réponds directement par l'affirmative. Oui. Ce qui s'est passé en Espagne, il aurait pu avoir lieu au Maroc. Oui. Parce qu'on est le même climat, on est les mêmes conditions météorologiques et on est plus ou moins les mêmes conditions topographiques, la géographie. Mais seulement, Dieu merci, la température a baissé au Maroc, heureusement. Si la température n'aurait pas baissé au Maroc, on aurait eu des dégâts, des problèmes semblables. Peut-être moins, parce que quand cette goutte froide a commencé au niveau de l'Espagne, elle s'est réchauffée un peu, mais l'air chaud aussi, il s'est refroidi, il y a moins d'écart, n'est-ce pas? Mais la baisse de la température au Maroc nous a sauvés. Ça, il faut dire que, alhamdoulilah, il faut dire les choses comme ça. Alors, les conditions actuelles, c'est ça le plus dangereux, c'est la température. Okay. Ce n'est pas la goutte froide en elle-même. Parce que la goutte froide, on a l'habitude pendant la saison d'automne qu'elle se réalise, mais dans des conditions complètement différentes. Je rappelle que la température planétaire ne fait qu'augmenter. Et c'est ça le vrai danger de la planète, de toute la planète, non seulement ce qui se passe au Maroc, en Espagne. Et si cette température ne se stabilise pas, ça veut dire si le bilan énergétique de la planète Terre ne se stabilise pas, on est flou devant le futur. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Pas. Mais c'est clair, avec l'augmentation de la température, il n'y aura que des malheurs. Que des malheurs. C'est clair. Justement... Alors maintenant, il faudrait que ça se stabilise. Si ça ne se stabilise pas, la question est qu'on ne peut pas la gérer comme il se doit. On gère une situation qui est stable, une situation qui évolue. On va développer des moyens aujourd'hui, mais demain, on aura un autre problème. Est-ce qu'on se dirige justement vers la stabilisation de ce réchauffement climatique, professeur Tmsamani? Eh bien, j'ai peur d'être un peu pessimiste pour cette question-là, mais je vais un peu compléter ce qu'a dit mon ami Saïd Karouk et répondre à ta question. Et nous sommes sur la planète Terre et on est en train de consommer à tort et à travers, et notamment des combustibles fossiles, et on est en train d'émettre des quantités énormes de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, le méthane et autres. Bon, cela dit, en Afrique, on est les moins pollueurs. On est les moins pollueurs, oui, mais c'est une affaire qui est globale. Oui. Mais sachez qu'au moment où on est là, à 10 000 mètres d'altitude, au-dessus de notre tête, il se passe des choses. Il se passe des choses du genre qu'on est en train d'éjecter des gaz à effet de serre à des quantités énormes, annuellement 40 gigatonnes en moyenne, équivalent CO2 donc par an, quand j'ai dit, d'un mélange de gaz, méthane et autres, et CO2, et que cette quantité de gaz à effet de serre qui se trouve à peu près à 10 000 mètres d'altitude, elle rencontre quoi? Notre jet stream. Parce que c'est quoi la cause de tout ce qu'on est en train de vivre? Le jet stream qui régule un peu la température de la planète. Exactement. C'est un fleuve d'air, un courant d'air qui peut atteindre une vitesse de 400 km/h et qui, grâce à cette vitesse-là et à son existence, il stabilise, comme vous venez de dire, tout le phénomène météorologique autour du globe de la Terre, parce qu'il y a justement ce gradient de température qui est dû à un gradient de pression entre l'Arctique, donc température très froide, un air très frais, et tout ce qui est au niveau des tropiques, air chaud qui remonte. Et il y a cette différence delta P, comme on dit, qui engendre un delta T et qui donne ce jet stream. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la présence très grande, élevée de concentration de gaz à effet de serre à 10 000 mètres d'altitude crée une certaine énergie, engendre un réchauffement à ce niveau-là, de la troposphère, qui, lui, va diminuer
l'énergie de ce jet stream, il la diminue. Il va le rendre, il va se déplacer moins rapide. Et ça, à un certain moment, il devient ondulant. Et le fait de devenir ondulant va éjecter un petit peu vers nous, un peu plus bas que 10 000 mètres, des poches d'air très frais, très froides. Ces poches d'air, à cause maintenant du réchauffement de la Méditerranée, comme a dit Saïd, de la mer, de la mer Méditerranée, la mer, de l'eau, les vapeurs d'eau, le taux d'humidité qui est très élevé, la température, exact. Ça se rapproche avec cette masse d'air frais et ça crée ce qu'appellent les Espagnols la dana. C'est une dépression. En espagnol, c'est Depresión aislada en niveles altos. C'est l'équivalent de la goutte froide. Voilà. C'est la même chose. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je dis toujours, regardons le problème à son origine, ses racines. On est en train de parler des phénomènes météorologiques extrêmes, mais le 6e rapport du GIEC, il l'a dit, on va avoir des phénomènes extrêmes qui vont arriver en cascade, n'est-ce pas ? Et dont la fréquence va être de plus en plus élevée, et à cause de ce dérèglement d'une manière globale. Est-ce que c'est inédit dans l'histoire moderne de l'humanité? C'est inédit? Pardon? Parce que pour certains, ils disent que c'est de l'alarmisme. Est-ce que c'est inédit dans l'histoire moderne de l'homme, avec un grand H? Écoutez, depuis plus de 10 ans, on n'arrête pas d'en parler, et à chaque fois, les scientifiques n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme, de produire des rapports, des publications scientifiques, et montrent que ce système est en train d'évoluer vers quelque chose qui risque de devenir irréversible. Ça veut dire que maintenant... C'est quoi irréversible? Irréversible, ça veut dire que si maintenant le climat tend vers un système d'effets météorologiques et extrêmes en cascade, ben, ce rythme-là, tu ne peux pas le reculer, tu ne peux pas le devenir plus lent. Ça y est, le coup, il est déjà parti. Et maintenant, si on est à quelques semaines de 2025, oui. Et si on ne fait pas le pic des émissions de gaz à effet de serre en 2025, pour qu'en 2030, ou plutôt à la fin du siècle, on puisse maintenir la température de 1,5 autour du globe, là, ça va devenir une situation irréversible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2030, diminuer de moitié nos émissions, 45 à 50%, avoir en 2050 la neutralité carbone, en 2100 maintenir la température à 1,5. Est-ce que ça, c'est pour ça que je dis que je suis un peu pessimiste. Vous le dites aussi, vous ne semblez pas très convaincu de l'engagement des pays à réduire tout cela. Je vais vous expliquer cela. Non, mais je vais vous dire. Je ne parle pas du voix que vous restez très sceptique par rapport à ça. Le Maroc est une exception. Oui, non, mais bon, mais bien sûr. Une main ne peut pas acclamer, comme on dit en arabe. Parce qu'il faut que tous les pays et puis les membres, plus gros pollueurs. Les plus gros, le G20, oui. À lui seul, pollue de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Ben voilà. Rien que le G20. Et maintenant, si, à Bakou par exemple, si on ne prend pas la décision, parce que tout dépend de l'argent, de la finance climat. Tout dépend de cela. Je ne peux pas mettre des systèmes d'alerte précoce avec des stratégies de prévision, avec des observations satellitaires. Ce sont des phénomènes qu'on peut prédire. Si on met en place les moyens, et c'est d'ailleurs ce que Gutiérrez a lancé en 2022, oui. C'est un système d'observation de la Terre, de Early Warning System, des systèmes d'alerte précoce qui démarrent en 2023 jusqu'à 2027 avec quelque chose comme 31 milliards de dollars. C'est une initiative qu'il avait lancée pour que personne ne soit laissé à l'arrière. Même les pays développés. Hein. Ces questions de phénomènes extrêmes, ça touche tout le monde. Oui. Et donc, comme le Maroc, comme l'Espagne, mais il y a des pays qui sont plus vulnérables que nous. Il y a les États insulaires qui, eux, n'ont pas les moyens. Et il y a des pays qui sont très... Vous avez vu ce qui s'est passé au Pakistan avant la COP de Sharm el-Sheikh? C'était catastrophique, c'était des centaines de millions de morts. Oui. Et si ça, ce n'est pas des effets du dérèglement, des changements, ou dérèglement climatique ou changement climatique, parce que moi je parle beaucoup de dérèglement climatique, là, si on ne fait rien, on va aller droit vers le mur. Et pour cela, maintenant, à Sharm el-Sheikh, l'année dernière, on a mis en place ce fonds des pertes et dommages. Il faut que maintenant, on puisse l'alimenter suffisamment avec des moyens pour que les pays vulnérables puissent en bénéficier rapidement à partir de déjà janvier-février 2025. Oui. Parce qu'il est question maintenant de carrément appuyer sur le bouton et commencer à donner de l'argent à ces pays-là. Mais sauf que là, on est à 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, ce qui n'est pas beaucoup. Tandis que le groupe africain, par exemple, donc c'est le groupe de pression le plus élevé avec le G77 plus la Chine au niveau des COP, demande à ce que, dans le cadre de ce nouveau objectif de finance, on atteigne 1,3 trillion de dollars
annuellement à partir de 2025 jusqu'à 2030. Il faudrait que chaque année, la communauté internationale, notamment les pays en voie de développement et les pays qui sont très très faibles, puissent recevoir des financements non seulement pour l'adaptation, mais aussi, ça c'est important, pour faire face aux dommages, aux risques. Et quand je parle des pertes et dommages, tout le monde le sait, il y a une partie qui est quantifiée, mais il y a une partie qui n'est pas quantifiée. Et notamment sur les humaines, écosystèmes aussi. Enfin, il y a des pertes humaines, malheureusement. C'est ça, ça fait les les 200 morts, non 260 morts oui. en Espagne. C'est tout récent, c'est pendant ce mois de novembre. Mais il y a aussi, en fait, tous des écosystèmes entiers qui sont touchés. Il y a les pertes humaines, il y a les écosystèmes, il y a les ressources en eau, il y a les infrastructures, il y a tout. Et ça, il y a des choses, comme je dis, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont donné ça à la Banque mondiale pour gérer ce fonds et dommages. Maintenant, la Banque mondiale essaie de s'en détacher un petit peu, et on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Oui. Mais c'est que maintenant, il faut mettre en place des guidelines pour pouvoir dire, voilà, ce projet-là, il est éligible pour être financé par le fonds des pertes et dommages, et donc il y a des critères. Mais parfois, il y a des projets où tu ne sais pas comment les classer. On vient de parler des pertes de vies humaines, du patrimoine immatériel. Oui. Une Kasaba qui m'a tiré 10 millions de touristes par an dans une région déterminée du Maroc, si elle est détruite, c'est quoi comme perte? Ça, c'est économique ou non économique? Alors, tout ça, il faut des experts pour quantifier tout cela. En parlant d'experts, parce que quantifier, je reviens à cet élément qui est très important, qui est celui de la prédiction. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple pour l'Espagne, ils n'ont pas les moyens d'avoir des moyens prévisionnels nécessaires, ils sont quand même outillés, c'est un pays développé. Ils n'ont pas vu venir cette catastrophe, en sachant que oui, la gestion du risque a été remise en question et effectivement, on a dit qu'il y avait une défaillance dans la gestion de la catastrophe, mais est-ce qu'on n'a pas pu prédire cela pour au moins réduire les pertes, notamment humaines? Professeur Farlop. Moi, j'aurais souhaité revenir sur cette question de réchauffement climatique où on parle que du CO2, comme si le CO2 est le seul responsable du réchauffement climatique. Il y a d'autres choses dont on ne parle pas dans les COP, qui est l'évolution des fonctions du sol. Les humains ont complètement basculé la nature du sol en développant des infrastructures à tort et à travers le monde. C'est obligatoire. Les autoroutes, les champs de blé, les champs vastes, etc., etc. Et en intervenant de cette manière, on est en train de débranler le bilan énergétique de la Terre à la base du sol. Parce que le bilan énergétique planétaire, il se fait sur ce qui arrive comme soleil au sol et ce qui devrait repartir. Alors, quand on change les fonctions du sol, on change aussi les interactions du bilan énergétique. Il s'avère qu'aujourd'hui, depuis un bon moment, ce bilan énergétique ne fait qu'augmenter. Oui. Et parmi les raisons, il y a cette évolution, cette transformation des fonctions du sol. Ça, c'est une question très spécialisée et donc très minutieuse et à travers laquelle on peut avoir l'évolution du bilan énergétique. Ça, j'ai travaillé sur ceci depuis un bon moment, j'ai des résultats pour le Maroc et donc je dirais tout simplement que le Maroc, depuis un bon moment, il se trouve dans une zone où le bilan énergétique est totalement excédentaire. Il n'y a plus de bilan déficitaire qu'il y avait jusqu'aux années 80, au moins au nord du Maroc. Petit, mais ça existait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La phase de dépassement de ce bilan énergétique se trouve plus ou moins au niveau de 43 degrés nord, ça veut dire au-dessus de l'Espagne. Alors maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que les Espagnols n'ont pas vu venir cette Dana? Si, ils l'ont vu, mais ils n'avaient pas la possibilité, la capacité de calculer les effets sur le sol. D'ailleurs, ceci s'est passé déjà aux États-Unis d'Amérique, au niveau de Milton. Il y a les prévisionnistes et les responsables des prévisions de l'action. Ils étaient en train de pleurer parce qu'ils voyaient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. C'est le cas aussi pour les Espagnols. Alors, il y a une autre chose qui complique la situation. C'est que les infrastructures, aujourd'hui au niveau planétaire, ils ont évolué par référence à un climat qui n'existe plus. C'est très important ça.
Quand on calcule un réseau d'assainissement dans une ville, il y a des calculs, il y a des données. On ne le fait pas comme ça par hasard. Hein? Non. Alors, il s'avère que ce qui existe actuellement comme infrastructure, il a été fait pour un climat qui n'existe plus, donc pour un cycle de l'eau qui a complètement changé. Et donc, la plus grande difficulté au niveau planétaire, c'est de faire la réhabilitation de l'existant, de l'infrastructure. Ici, je dois prendre de l'infrastructure totale. Tout? Y compris sociale. Oui, tout. Alors, quand pour on vous dit donner un exemple. c'est les routes, c'est les canalisations. C'est ça. Tout. Exactement. Donc, il faut en fait reconstruire les villes. Pour vous donner un exemple, pour la ville de Chicago, par exemple, oui. Pour faire la réhabilitation du réseau d'assainissement, qui fait plus de 300 km, n'est-ce pas? Il faut au moins 30 ans. 30 ans pour le faire. Hein. Ce temps, on n'a pas ce temps. Pendant ce temps, on ne va pas bloquer toute la ville. Il y a un exemple au niveau de Casablanca. Les autorités, elles ont développé, elles ont compris. Il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai participé à cet échange. Et l'IDEC était devant ses responsabilités. Il a compris ce qu'il faut faire. Donc, il a fallu élargir un grand canal au niveau de Casablanca, sur le boulevard actuel, boulevard Mohamed VI. C'est le grand collecteur de toute... Et donc, il a fallu l'élargir. Pour faire ce travail, il a fallu bloquer tout le boulevard. Bloquer ce boulevard, c'est bloquer la ville. Alors maintenant, réhabiliter tout le réseau, c'est quelque chose de très délicat au point de vue temps. Et social. Et point de vue fonctionnement. Parce qu'une ville, ça fonctionne avec tous ses composantes. À ceci, il faudrait ajouter de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Oui. L'argent dont on a parlé. Ben voilà. Eh oui, l'argent, on peut rien faire sans argent. Ouais. Hein. Oui, c'est ça. À part la décision politique, à part le bon foi de tout le monde, à part la responsabilité de tout le monde fait son boulot, etc., etc. Et donc, les inondations de Casablanca, par exemple, en 2010, c'était parce que l'infrastructure n'a pas été faite pour les pluies qui ont eu lieu, ni plus ni moins. Et ça, ceci se réalise à travers le monde, non seulement à Casablanca, ni seulement à l'Espagne. Alors maintenant, pour voir les responsabilités, moi je ne vais pas me lancer dans cette question, je reste dans la nature, n'est-ce pas? Et je dis que ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé en Espagne, ça arrive pour la première fois. C'était le même cas de Casablanca en 2010. Et plus ou moins, si vous voulez, on ne peut pas responsabiliser des gens pour un fonctionnement qui vient de tomber du ciel. C'est difficile. Par contre, on peut revenir à d'autres réalités. C'est que, par exemple, quand on bâtit dans des zones inondables, c'est illégal. Quand, par exemple, on oublie qu'il y a un WED, Comme ce qui s'est passé à Tata et dans le sud du Maroc en septembre. C'est nouveau. Il ne faut pas responsabiliser les gens d'avoir mal géré ce que... Non, ils ont géré. Ils ont bien géré ce qui s'est passé par les moyens de bord. Parce que ce qui s'est passé à Tata, c'est un événement hors la région. Oui. C'est un événement qui est venu de la mousson. Et nous, on n'est pas un pays de mousson. La mousson, c'est tropical déjà. C'est tropical, voilà. Ça ressemble au cyclone, mais... de gérer d'ailleurs. Et donc, ce qui s'est passé, maintenant, c'est une alerte pour l'avenir. Ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ils sont responsables aujourd'hui de ce qui va se passer les années à venir. Oui, cette mousson va revenir, puisqu'il a atteint en 2007 la Mauritanie. Aujourd'hui, il parvient jusqu'à chez nous, jusqu'en Tunisie. L'année d'après, on ne sait pas, puisque ce réchauffement ne s'arrête pas. C'est ça la grande complication que nous avons, que l'humanité a vis-à-vis de la gestion de tous les risques. Oui, un dernier mot, les enseignements tirés, professeur Msamani, des événements passés liés aux gouttes froides pour justement améliorer. Il y a naturellement la finance, mais pas que. Non, mais il y a aussi la finance, tout est lié autour de la finance. La question ici, c'est la coopération mondiale, c'est le partenariat. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on pouvait prédire ? Mais on a des systèmes d'observation climatique et météorologique à travers des systèmes satellitaires et autres. Ça existe, ça. Et elle est où, cette coopération internationale entre les pays ? Il y a une organisation mondiale de la météorologie, la WMO, d'accord ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ces moyens, ces gros moyens, au service des petits pays qui n'ont pas
justement ces moyens pour surveiller, pour avoir ces données. Donc en fait, c'est la donnée. D'abord, il faut disposer de la donnée scientifique, la donnée climatologique et météorologique. Cette donnée, c'est les chercheurs qui peuvent l'avoir et la rechercher. Et la traiter. Et la traiter. Mais ces chercheurs-là, ils ont besoin de moyens financiers pour développer leurs recherches, leurs laboratoires, recruter des doctorants, des chercheurs pour pouvoir trouver cela. Et après, on se dit, on n'en dispose pas d'informations. Mais si vous ne soutenez pas l'université, d'une manière générale, pas uniquement marocaine, d'une manière générale, les centres de recherche et les professeurs pour qu'ils puissent développer leurs recherches et produire de la donnée, la traiter et puis la présenter aux politiques, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la Science Policy Platform for Climate Urgency. C'est vraiment pour rapprocher le monde des scientifiques, académiques, et politiques. Il faut les rapprocher, il faut qu'ils discutent ensemble. Là, en ce moment, les gens à Bakou sont en train de discuter. Mais parfois, tu as le technicien qui est dans la salle de négociation tout seul. Et après, le diplomate, le politique, après on donne un petit papier aux politiques pour qu'ils... Alors aujourd'hui, et parfois, c'est comme ça, c'est le politique finalement qui a le dernier mot. Pour la finance climat et la finance d'une manière générale, il faut qu'on donne l'information exacte aux politiques, mais qu'il soit facile à comprendre, parce que parfois, nous, on a tendance à compliquer les choses. Mais il faut qu'elle soit facile à comprendre pour que le politique puisse la défendre et puisse avoir les moyens qu'il faut. Donc ça, c'est très, très important, disposer de l'information, soutenir la recherche scientifique, soutenir les chercheurs, et que le politique s'assoie avec le scientifique, qu'ils discutent ensemble et qu'ils sortent avec des solutions pour résoudre les problèmes de la planète. Finalement ces questions du climat, c'est aussi nous, c'est à titre individuel. C'est aussi les individus qui ont une part de responsabilité, puis après les collectivités, les pays, les régions et le monde. Donc tout le monde doit être responsable. Merci beaucoup, professeur Khalid Temsamani, directeur stratégique de la Science Policy Platform for Climate Urgencies. Merci à vous également, professeur Mohamed Saïd Qarrouq, d'avoir enrichi ce débat. Et peut-être réveiller aussi les consciences. Tout à fait. Vous avez parlé de données. Il y a cette alerte aussi de la Direction générale de la météorologie, alerte météo, neige et rafales de vent, intempéries majeures qui risquent de frapper plusieurs provinces. Donc prudence en cette veille de week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée.